Bonjour Yasmine. Bonjour Natacha, bonjour à tous. Et ce matin, nous recevons Abdoul Doukaini, le LR qu'on ne présente plus. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Yasmine, bonjour aux éditeurs, aux éditrices. Donc vous êtes candidat au sénatorial, vous faites partie de ces candidats qu'on n'attendait pas forcément. Je rappelle que c'est suite à la condamnation d'inéligibilité de l'ancien maire de Tingoni, Mohamed Bakar, que vous avez été investi par votre parti, les Républicains. Vous le confirmez ? Je confirme que je suis candidat à cette élection, je confirme que j'ai des ambitions dans le cadre de cette élection, je confirme que j'ai un projet, j'ai une offre politique à présenter aux grands électeurs ou aux Mahorais de façon générale. Voilà ce que je confirme. Et quelle est votre priorité pour Mayotte ? Alors, vous savez, quand on est face à une élection comme celle-ci, c'est dans un premier temps, mais vraiment défendre les collectivités territoriales. Il faut aller à la rencontre de ces grands électeurs, il faut aller à la rencontre de ces conseils municipaux, de ces conseils départementaux, de ces maires, écouter leurs souffrances, écouter les difficultés qu'ils connaissent au quotidien, écouter les souffrances qu'ils vivent au quotidien. C'est de manque de moyens, c'est parfois des verrous, donc des textes législatifs et réglementaires qui les bloquent, qui les empêchent de réaliser, qui retardent parfois la réalisation de leurs projets. Donc je pense que dans un premier temps, c'est faire en sorte à ce que les collectivités territoriales ici à Mayotte puissent être mieux dotées. Financièrement, je parle donc parvenir à ce que moi en tout cas je qualifie, et ma suppléante Madame Rifia Seydina, peut-être j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure, d'autonomie financière. Il y a deux points essentiels, c'est l'assiette fiscale. Vous savez, aujourd'hui, on croule sur les impôts. J'ai écouté regardé une émission pas si longtemps, en France hexagonale, il y a un citoyen qui se plaignait parce que les taxes locales avaient augmenté et qu'il allait payer 400 €. J'ai envie de lui dire, viens chez moi pour voir ce que c'est. Nous, c'est pas 400 €, c'est 10 fois plus. C'est parfois 100 fois plus. Donc l'idée, c'est de faire en sorte à ce que le portefeuille des Mahorais puisse être allégé. Et puis aussi faire en sorte à ce que ces collectivités puissent avoir des ressources financières nécessaires pour réaliser. Vous parlez de deux choses, monsieur Abdoul Doukaini. D'abord, permettre à ces collectivités d'avoir le budget nécessaire pour le fonctionnement de leur commune, de leur collectivité. De l'autre, vous parlez aussi de ces Mahorais, des Mahorais qui souffrent parce que les taxes sont beaucoup trop importantes, mais ce ne sont pas les communes, justement, les collectivités qui imposent les taux. Les collectivités imposent des taux. Et ce ne sont pas deux choses différentes. Ce sont deux choses qui sont intimement liées. Bien sûr. Intimement liées. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Nous, ce que nous proposons, c'est quoi ? C'est faire comme l'État avait fait sur l'état civil, la commission de révision de l'état civil en 2000, où l'État avait pris en charge à la fois la partie ressources, donc elle avait mis en place des moyens humains importants dans les communes, mais également sur la partie financière. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Madame Yasmine Jaffar ? Si vous voulez régulariser votre terrain, vous êtes confronté à des difficultés pas possibles, notamment quand vous allez chez le notaire. Vous devez payer des sommes colossales. L'idée, c'est de faire en sorte à ce que nous puissions mettre en place sur ces territoires ce que nous appelons une commission de révision de l'état civil du foncier. Parce que le foncier, c'est quoi ? C'est comme un être humain. Il faut lui accorder une paternité, il faut lui accorder un nom, un prénom, un numéro. Quand vous regardez vos titres de séjour, mais d'identité, ça peut être un passeport, ça peut être une carte nationale d'identité, il y a un nom. Il y a un prénom, il y a un numéro. Il faut parvenir à cela. Donc, il faudrait que cette partie-là soit prise en charge entièrement par l'État, de sorte à ce que cette manne financière puisse être, au bénéfice des collectivités territoriales, qu'on sache que que chaque parcelle appartienne à une telle personne. Il y a deux avantages pour en terminer. C'est que je l'ai dit tout à l'heure, c'est des ressources financières en plus dans les communes, mais également pour les administrés, c'est des taxes en moins. Parce qu'aujourd'hui, une personne paie pour 10, 15. Donc, qu'on ne s'étonne pas qu'on paye plus de taxes locales. Donc, l'idée vraiment, c'est cela.
Donc vous comptez vous inscrire dans la continuité du sénateur Tani qui a fait justement du foncier son cheval de bataille. Vous appellerez, je pense qu'il sera là ici bientôt sur votre plateau, vos émissions pour l'interroger. Vous parlez du foncier, lui, il a fait des choses pour le foncier, donc je ne sais pas s'il a fait des choses. Ce que je constate, madame, c'est que la question du foncier n'a toujours pas été réglée. Sinon, les usagers, les populations, les administrés ici ne seraient pas toujours en train de pleurer parce qu'ils paient très cher les taxes locales. Donc si vous me dites que la question de foncier est réglée, je m'étonne. Je n'ai jamais dit que la question du foncier était réglée. Je dis que vous vous inscrivez dans la continuité parce que ça sous-entend qu'il y a encore des choses à faire. Pour moi, je ne peux pas m'inscrire dans la continuité pour la simple bonne raison, c'est que cette question-là n'a jamais été réglée. Moi, je parle du foncier. On peut parler aussi de ce qu'on appelle le FCTVA. Le FCTVA, c'est quoi? C'est le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. C'est une manne aussi financière qui est versée dans les caisses des collectivités territoriales. Les communes, notamment, et leurs groupements. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte? Enfin, on marche sur la tête. Dans d'autres communes, en dehors de Mayotte, cette manne financière est versée directement dans les caisses des communes. Je ne sais pas pourquoi, ici à Mayotte, c'est l'État qui gère. Donc là, il faut gommer cette injustice, faire en sorte... Parce que, voyez-vous, je me fais une conviction. Si on arrivait à accompagner les communes, le département... Est-ce que les communes demandent à récupérer justement cette... Ah ben oui, c'est leur droit. C'est leur droit, ben oui. Ben naturellement. Donc, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui soit, qui ait ce courage, cette motivation d'aller demander à ce que cette manne financière soit versée dans les caisses des communes. Voilà. Donc moi je pense que... Donc on demande et ça arrive tout de suite ou ça a l'air tellement facile à vous entendre? Vous savez, oui, ça a l'air tellement facile. C'est vrai que tout n'est pas facile, mais encore il faut voir la motivation, il faut voir le courage, il faut connaître le texte. Moi, voyez-vous, je suis un cadre au sein des collectivités territoriales depuis une quinzaine d'années. Je suis un attaché territorial. Je connais les difficultés des communes, madame. Madame Henri Saïdina, qui est ma remplaçante, elle est élue municipale à Mzamboro, elle est vice-présidente de notre communauté du Nord, dans la communauté d'agglomération du Grand Nord. Elle est également... au CIDVAM. Donc, voyez-vous, les collectivités, c'est quoi? C'est un agent, ça un élu. Ce sont des agents, ce sont des élus. Donc là, on a les deux pieds. Je pense qu'il y a un duo assez costaud pour pouvoir porter ce doléance-là, pour pouvoir porter ces sujets-là devant avoir choisi, ça fait un moment que vous êtes dans la politique, on vous voit, mais vous n'avez jamais encore brigué de mandat. Mais pourquoi choisir directement les élections sénatoriales? Vous avez tenté... Peut-être que c'est mon destin. Mon destin, il est là. Oui, peut-être que mon destin, il est là, sur les sénatoriales. Et voyez-vous, je pense que l'ambition d'un homme politique, ce n'est pas forcément demander à être élu pour être élu. C'est de pouvoir choisir aussi un moment opportun pour être efficace. Vous voyez ce que nous demandent les Mahorais. Ce n'est pas de préparer, non, une alternance classique. Non, c'est pas cela. C'est de faire en sorte à ce que nous puissions changer une bonne fois pour toutes leur vie, leur quotidien. Donc nous, jeunes générations, nous devons incarner cela. Ne pas être dans le conformisme, ne pas être dans la vie politique classique, ne pas être dans les habitudes classiques. Non, c'est vraiment incarner une vraie rupture. Une rupture avec les méthodes du passé, une rupture avec la pensée du passé, faire en sorte à ce que nous puissions également être utiles sur ce territoire et accompagner les usagers, accompagner la population, les élus, de sorte à ce que nous puissions les développer. Forcément, le sujet qui préoccupe les Mahorais en ce moment, c'est l'eau, le manque d'eau, les coupures qui s'intensifient. Vous avez jugé ridicule la nomination de Gilles Cantal, le préfet en charge de la crise de l'eau à Mayotte. Sur votre page Facebook, vous avez écrit ceci: il va nous apporter quoi concrètement? Durcir les tours d'eau. On veut de l'eau, pas d'un préfet de l'eau. Donc vous pensez réellement que ce préfet ne sert strictement à rien? Si je ne le pensais pas, je n'allais pas l'écrire. Parce qu'on écrit ce qu'on pense. Donc moi, ce que j'ai dit, cela, je le pense réellement. Voyez-vous, c'est quand même étonnant. À chaque fois quand il y a une crise, on a connu un préfet de lutte contre l'immigration clandestine. Est-ce que le sujet... Ça existe encore, un préfet... Est-ce que ça a été réglé? Non. On a connu un préfet de lutte contre l'insécurité. Est-ce que l'insécurité a été réglée? Non. Maintenant, on nous nomme un préfet
allez, pour la crise de l'eau. Est-ce que lui va pouvoir régler quelque chose? Je ne pense pas. Voyez-vous justement sur la crise de l'eau, le rôle d'un politique, d'un acteur public, c'est quoi? C'est de ne pas subir les événements. C'est de les anticiper. Moi, je me rappelle, madame. Si je peux terminer, parce que c'est important. Voyez-vous, moi, quand j'étais au collège, au début des années 90, on nous faisait la projection de la démographie de Mayotte. On nous disait on est en 1990, madame Yasmine Jaffar. On nous disait qu'en 2000, donc 10 ans plus tard, vous allez être 150 000, qu'en 2020, vous allez être 350 000. On peut être d'accord sur ces chiffres-là, on peut ne pas être d'accord, là c'est notre débat. Mais le recensement, les chiffres officiels sont là. Qu'est-ce qu'on a fait depuis pour anticiper? Quand on sait pertinemment que la crise démographique, c'est la source, la source de toute crise sociale, insécurité, l'eau, logement, emploi. Qu'est-ce qu'on a fait? On est en train de subir. Donc, alors que le rôle de l'acteur public, c'est de faire en sorte à, anticiper pour pouvoir mieux gérer. Moi, je suis là justement, nous sommes là justement pour faire en sorte à ce que nous puissions anticiper. Faire en sorte à ce que nos collectivités territoriales soient vraiment mieux dotées, être fortes et pour qu'elles puissent se projeter vers l'avenir. Dans un passé encore très récent, c'est un membre de votre famille politique qui était à la tête du syndicat en charge de l'eau. Je vous parle de monsieur Moussa Mohamadi Bavi. Et on voit le résultat aujourd'hui. On a vu le rapport de la Cour des comptes qui a pointé du doigt sa gestion. D'ailleurs, il a laissé une situation financière critique, défaillante. Beaucoup de dépenses pour des voyages dans l'Hexagone, à Madagascar, en Inde, l'achat de véhicules sans vraiment contrôler, sans investir, sans aller jusqu'au bout de sa mission première qui est l'eau et l'assainissement. Donc, c'est facile de dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'un préfet de l'eau, mais c'est peut-être aussi les conséquences de ce travail non fait par un LR comme vous. Alors, par un LR comment? Vous inviterez Moussa Mohamadi Bavi pour répondre de ses actes. Il est le seul responsable. Voilà, je pense qu'à la tête de cet outil, le syndicat des eaux, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés dans la gestion, mais voyez-vous, je ne suis pas là pour parler de Bavi, pour parler de je ne sais qui. Non, moi, je pense que moi, je suis un homme. Vous êtes là en tant que candidat sénatorial, vous êtes à LR. Justement, madame Yasmine Jaffar. Je suis un homme de projet. Voilà, je suis un homme de projet. J'ai un projet que je dois présenter aux collectivités territoriales, à ceux qui votent, mais également aux Mahorais. Donc les Mahorais aujourd'hui souffrent, M. Abdul-Doukaïni. Il n'y a pas d'eau dans les foyers. S'agissant de l'eau, justement, qu'est-ce que je propose? Qu'est-ce que nous proposons avec ma remplaçante? Vous voyez, on parle souvent de la troisième retenue collinaire. Nous pensons, parce que c'est tous les scientifiques qui le disent, c'est la réalité, avec le réchauffement climatique, avec le dérèglement climatique. Mais à quoi ça sert d'aller jeter de l'argent dans la nature? Pourquoi aller construire une troisième retenue collinaire? Non, nous pensons que rapidement, il faudrait construire des usines de dessalement, de sorte à pouvoir alimenter les ménages, les BTP, les restaurateurs, et voilà, faire en sorte à ce que la vie puisse redémarrer sur ces territoires. C'est quand même étonnant, c'est quand même fou. Voyez-vous, justement, l'ambition, c'est quoi, madame Yasmine Jaffar? L'avenir sur ce territoire, hier, avec nos parents, était perçu comme étant une opportunité. Aujourd'hui, elle est perçue comme étant une menace. Quand vous prenez la main de votre enfant, vous allez le déposer le matin à l'école, vous n'êtes pas en train de vous dire que, l'avenir de mon enfant, je le vois sur ce territoire. Vous vous dites, je le vois ailleurs. Justement, le rôle d'un politique, c'est faire en sorte à ce que nous puissions susciter l'espoir. Nous sommes là pour susciter l'espoir, madame Yasmine Jaffar. Voilà l'ambition. Abdul-Doukaïni, je veux vous faire part d'une expérience personnelle, mais je suis certaine que beaucoup de Mahorais se reconnaîtront dans ce que je vais raconter. Je suis partie à La Réunion en début d'année avec des collègues pour une formation. Zouria était là pour en témoigner. Donc, dans la rue, je n'étais pas sereine avant de sortir mon téléphone de mon sac. Je regardais d'abord autour de moi s'il n'y avait personne qui pourrait m'attaquer. Le soir, je me retrouve seule dans ma chambre. Je regarde d'abord sous le lit s'il n'y a personne, si je suis bien toute seule. Donc,
les Mahorais sont traumatisés. Je ne sais pas si vous avez déjà eu quelqu'un qui vous a raconté ce genre de choses, mais les Mahorais sont traumatisés. Les Mahorais ont peur dans la rue, dans leur maison, à la campagne, partout, au travail. Est-ce que vous, en tant que sénateur, qu'est-ce que vous allez faire pour mettre fin à cette torture psychologique? Parce que l'insécurité nous mine dans notre quotidien. L'insécurité nous mine, l'insécurité nous détruit. Ça fait partie des choses que je disais tout à l'heure, l'espoir. Voyez-vous, c'est faire en sorte à ce que nous puissions... Parce que la sécurité, ce n'est pas la compétence des collectivités territoriales, c'est de la compétence de l'État. Il faudrait... Parce que je me rappelle quand le ministre de l'Intérieur était venu ici, il avait annoncé quelques mesures, notamment la construction d'un centre pénitentiaire ou son extension, la construction d'une nouvelle cité judiciaire et également la construction d'un centre administratif... Comment on appelle ça? Centre... le nom m'échappe. Mais voyez-vous, depuis, c'est silence radio. C'est silence radio. Alors qu'il y a des engagements. Le rôle du sénateur, d'un parlementaire, c'est justement cela. Mettre la pression sur l'État, le secouer, comme on secoue un cocotier, pour lui dire, attention, vous avez pris des engagements, vous avez fait des promesses, il faut les tenir. Mais il y a également quelque chose qui m'interpelle, qui m'étonne. Voyez-vous, je l'ai toujours dit, en 2020, c'est très récent, en décembre 2020, l'État français a signé un accord bilatéral avec le Maroc pour dire qu'on va reconduire aux frontières tous les mineurs isolés. Je me demande pourquoi ici à Mayotte, quand on veut reconduire un mineur isolé délinquant, on nous dit que c'est interdit, c'est impossible, parce qu'un mineur n'est jamais en situation irrégulière dans ce territoire qui n'est pas le sien. Cet accord bilatéral, à mon avis, doit faire objet, j'allais dire, de jurisprudence pour faire en sorte à ce que nous puissions se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces petites vermines qui nous pourrissent la vie sur ce territoire. Voilà l'ambition. Il y a tellement de choses à dire. Mais vous restez avec nous, hein, il est déjà 7h30. On va la priorité aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent.